L'exposition que nous présentons à l'Espace Baudouin, nous avons nommé Géométrie, a pour objectif de montrer un peu les tendances actuelles de cette démarche dans le domaine des arts plastiques. Un concept ou une pratique qui a toujours été présente dans la peinture depuis toujours, ne serait-ce que par la forme du support, du tableau, qui est souvent un rectangle ou un carré. La géométrie est aussi rentrée dans l'art à travers des démarches un petit peu secrètes, voire kabbalistiques, c'est tout ce qui tournait autour du nombre d'or. Après la Renaissance, elle est rentrée dans la composition du tableau, où les artistes travaillaient sur des bases géométriques, souvent invisibles, qui demandent aujourd'hui une certaine expertise pour les retrouver. La géométrie est entrée d'une façon abstraite dans l'art au début du XXe siècle, avec deux artistes majeurs qui étaient Malevich et le suprématisme, et Mondrian et le néoplasticisme. Ces artistes, avec leur œuvre géométrique, pensaient changer le monde et faire en sorte qu'un jour on n'ait plus besoin d'œuvres d'art et que tout serait merveilleusement bien, on serait heureux et tout marcherait bien. Les idéologies se sont écroulées, mais les œuvres sont restées. Avec l'abstraction qui est arrivée très forte après la guerre, des nouveaux mouvements, surtout d'Amérique et d'Europe, des abstractions qui partaient sur deux axes, une abstraction lyrique et une abstraction géométrique, avec des mouvements d'artistes issus des grands du Bauhaus, des mouvements latino-américains. À partir de ça sont nées toute une série d'artistes, d'art géométrique qui était l'art concret, l'art abstrait géométrique, l'art construit. Aujourd'hui, je dirais que tous ces ismes ont disparu et l'art géométrique part dans maintes directions. Je viens d'une école d'art appliqué. Je me suis mis dans l'art géométrique concret. C'est quand on est passé à l'école des Beaux-Arts par l'étude de l'art minimaliste américain. Parce que moi j'avais vu les constructivistes, parce que c'est l'histoire, c'est les racines de tout ce qui est la géométrie, et l'école hollandaise, etc. Mais ce qui m'a incité plutôt à faire des recherches dans ce genre d'art, j'ai toujours dit, nous on est une grande famille, parce que j'en ai trouvé en France des artistes qui sont une pensée à peu près comme la mienne, et un esprit à peu près similaire. Mais moi, je viens de l'admiration que j'avais sur l'art minimal. J'ai étudié l'art minimal, et bien sûr, je n'ai rien à voir avec l'art minimal dans mon travail. Mais c'est une influence. Il y a des artistes qui sont influencés par les maîtres de la Renaissance, et par contre, ils sont dans l'art contemporain. Parce que ce sont leurs racines aussi. Et moi, mes racines, c'est l'art minimaliste américain qui m'a incité vraiment. Depuis quand j'étais très jeune, ça fait une quarantaine d'années que je fais des recherches dans la géométrie pure comme ça. Des gens comme Jude, comme Carl-André. Jude, voilà, Jude et André, etc. Donc tu fais partie de tous ces artistes sud-américains et vous êtes nombreux à travailler dans cette peinture géométrique, que ce soit en Argentine, que ce soit au Venezuela, que ce soit au Chili. Vous êtes assez nombreux et vivant à Paris, beaucoup sont à Paris aujourd'hui. Comment te situes par rapport aux artistes actuels sud-américains qui travaillent sur justement cette démarche géométrique? Tu sais, on n'est pas énormément. Par contre, c'est vrai qu'on a des racines en Argentine assez fortes, au Venezuela, au Brésil, parce que tous les artistes qui sont venus ici dans les années 50, nos Vénézuéliens qui sont venus, c'est ceux qui ont un petit peu stimulé la génération qui me suit et la génération un petit peu avant moi, justement, à travailler dans cet esprit d'art. Et surtout, on a un grand artiste connu internationalement, que c'est Soto, qui c'est lui qui a vraiment rompu les frontières, qui nous a vraiment influencés et stimulés. Alors, tu me disais avoir fait une école d'art appliqué, les beaux-arts et une section art appliqué. Est-ce que c'est un peu cette formation, je dirais, d'art appliqué, d'architecte, qui t'a conduit à ces constructions qui sont quand même assez sophistiquées? Il y a deux masses, il y a une masse colorée qui est très forte et à l'intérieur de ça, tu as une écriture qui est assez nerveuse mais qui est archi-construite. Oui, non mais c'est vrai que l'école, ma formation, ça m'a donné cette exigence. C'est vrai que je suis très méthodique dans mon travail. C'est un travail qui a une force pour la réaliser ça me prend beaucoup de temps. J'ai toujours donné de l'importance à ce qui est à la ligne. C'est la ligne qui m'a toujours intéressé pour renforcer mes formes et pour donner des faits ambigus qu'on trouve dans les tableaux. La ligne est une sorte d'écriture qui est très énergique. Voilà, c'est une écriture. Je l'utilise comme écriture. Vibration. Je suis Diana Quinby, je suis artiste
J'ai aussi fait un travail universitaire sur les femmes dans l'histoire de l'art et donc c'est le hasard des rencontres. J'ai pu rencontrer Madé. J'ai découvert son travail chez elle. Son travail, ce n'est rien à voir avec le mien, donc ça m'a intriguée. Et ce qui m'a intriguée aussi, c'est que c'est un travail aux apparences très simples. Donc de la couleur un monochrome sur un support géométrique, enfin des tableaux géométriques monochromes. Et ce travail donc aux apparences très simples m'a interpellée parce qu'il y a, je trouve, une émotion qui ressort dans son travail qui est très forte. J'ai passé pas mal de temps avec Madé chez elle. À ses débuts, elle a eu une pratique de peinture figurative, presque hyper réaliste. Et quand elle parle de cette époque-là, de ces années figuratives, elle dit que ce qui l'intéressait, c'était vraiment de la technique. Elle a dit qu'elle ne pensait pas au-delà de la technique, comment rendre la couleur, la lumière, mais pas plus que ça, c'était vraiment technique. Après, elle s'est rendue compte qu'elle est arrivée à une impasse. Et donc cette quête, après la technique, ça commençait à l'ennuyer. Donc elle a vidé son atelier et elle a commencé tout un processus elle a commencé à réfléchir sur elle-même, sur la peinture, qu'est-ce que la peinture. Et puis petit à petit, pendant des années, elle a effectué une sorte de mener des recherches vraiment sur des soustractions. Petit à petit, elle a éliminé des choses anecdotiques. Par exemple, ses premières peintures géométriques avaient des lignes peintes, il y avait des aplats de couleurs, des lignes, etc. Petit à petit, elle a éliminé tout ça pour arriver uniquement à la couleur et à la forme. En fait, elle a dit qu'elle est arrivée au carré. Et aussi à cette époque-là, quand elle faisait ses recherches, elle a découvert le travail d'Aurélie Nemours. Le contenu de l'œuvre passe aussi par une perfection technique, que ce soit dans la préparation des formes que dans la peinture, parce que Madé se dit peintre et sculpteur. Quand on parle avec elle, elle est peintre et sculpteur, donc il y a de la peinture et il y a du volume dans l'espace. Et là, il y a une perfection. Sans cette perfection, cette œuvre ne serait pas où elle est aujourd'hui. Et j'ai un petit peu fréquenté Madé, et j'ai retrouvé chez Madé quelque chose qui m'a vraiment surpris. Tout un discours sur la vie, c'est Agnès Martin. Elle est très proche au niveau de la démarche conceptuelle par rapport à son travail, par rapport à la vie, par rapport à la poésie, à la philosophie. Et ça m'a beaucoup impressionné, cette peinture qui est quand même très rigoureuse. Il y a toute la richesse et toute la bonté, la générosité de cette femme qu'on ressent dedans. Et ça m'a surpris. Parce que j'en connais plein des artistes qui font des choses géométriques. Et ces artistes sont vraiment géométriques aussi dans leur tête et dans leurs sentiments. Ils sont coincés de partout. Madé, c'est le contraire. Bon, pour moi, elle est à la recherche de la couleur qui se tient dans l'espace. Si elle a une histoire plus, aussi dans les maths, donc ça se voit aussi dans la précision, la géométrie, mais en même temps, c'est aussi très sensuel parce qu'elle-même, il y a un vrai corps à corps avec la matière, donc elle-même, elle coupe le bois elle-même. Et pendant longtemps, elle a travaillé avec un pinceau, donc elle était vraiment à la recherche d'une surface très lisse, soyeuse. Elle cherchait vraiment à que la lumière-couleur soit incarnée. Et il y a une lumière qui vient de l'intérieur. Jérôme Touron, tu participes à cette exposition géométrie où l'ensemble des œuvres sont plutôt des œuvres faites au tire-ligne, d'une précision mathématique, d'une pureté lasérienne. Toi, on se retrouve devant de la ferraille dérivée. C'est une géométrie qui est un petit peu bancale et déclinquée, et pourtant ça reste quand même très géométrique. Alors, pourquoi? Quand j'ai commencé... Et comment? Pourquoi il commence? Quand j'ai commencé cette petite série que j'ai appelée Carlingue, en fait j'ai beaucoup pensé aux vieilles carcasses d'avions, un peu comme des gros animaux endormis au sol, avec leur fuselage rifté, leur fuselage rouillé, leurs pièces de métal plus ou moins usées. Et donc du coup j'ai récupéré des métaux usés, des métaux de récupération, que j'ai assemblés un petit peu à la manière de collage. Sculpture ou peinture? Ou objet
Objet, j'aime bien. J'aime bien le terme d'objet parce que c'est vrai qu'il y a toujours, on sent un petit peu cette épaisseur, un peu d'une espèce de boîte vide, comme un espèce de contenant qui serait un peu décontenancé. Alors tu as appelé ça carlingue, donc carlingue c'est quand même quelque chose qui est lié à l'aviation. Ouais. Hein. C'est la coquille Oui, d'avion, oui, c'est la coquille d'avion. Ouais. Enfin, je pense que c'est ça. Donc il y a des métaux qui est l'aluminium qu'on retrouve beaucoup, qui est quand même un métal d'aviation, donc il y a une légèreté. Est-ce que la couleur t'a permis de donner du poids à ces pièces? Oui, elle donne un poids et dans ces aplats qui sont, je dirais, relativement parfaits par rapport au reste, c'est toujours relatif, un poids et puis aussi une espèce de raison iconique un petit peu. Là on se trouve devant une autre série de pièces qui sont dans un matériau tout à fait différent, qui est le carreau de plâtre. Les incrustations, où le verre est incrusté à l'intérieur de la matière du plâtre. Et puis les multipasses, où j'ai gardé les ergots en fait, des carreaux de plâtre de construction, et qui permet une petite mobilité de la pièce en fait. Et puis, on peut la modifier comme on veut. Ouais, donc on retrouve ça ici, et puis ça ici aussi. Donc c'est tout un jeu, un petit peu de mobilité et de repères. Alors quand on regarde ces pièces, il y a deux thèmes. Il y a les creusés, je vais dire ça comme ça, et les encastrés. Ouais. Les creusés, il semblerait que tu aies creusé et remis une matière à l'intérieur. Ouais. Et ça. Les encastrés, ce sont deux pièces qui se rejoignent dans la logique même du carreau de plâtre qui s'emboîte. Oui, exactement. Moi je les appelle plutôt les incrustés en fait, où la matière est un peu évidée et ensuite remplacée par souvent du verre d'ailleurs. Maria Arvalez-Gordon, vous présentez ici 3 pièces qui ont tous un point commun, c'est la mise en valeur et l'utilisation du carré. Alors comment le carré est entré, qui est une forme de géométrie sans doute la plus volontaire, 4 volontés de plier l'angle droit, etc. Moi, avec le carré, j'ai une grande affection parce que je la trouve très belle, très simple et elle a été avec moi toute ma vie. Je pense que c'était de la figure géométrique, celui-là que j'ai choisi quand j'étais très jeune. Parce que je la trouve comme une amie. Donc, j'essaie maintenant de la placer dans différentes positions. J'essaie de la faire sortir de son comme on la connaît. Plus, et je l'ai essayé déjà dans les bois. Les carrés sont quand même assez malmenés parce que les côtés partent en oblique, il y en a qui disparaissent par transparence, on les voit à peine. Donc il y a toute une manipulation sur le carré. C'est ce que je voudrais faire exactement, l'ambiguïté de sa position et de faire penser à les gens. Pas montrer les carrés comme une table, les carrés partout. Je voudrais les montrer dans des positions complètement différentes. Elle a fait sortir de son habitude comme carré. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec... vous venez du Venezuela. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec des artistes de l'art cinétique? Ah, bien sûr. Comme on connaît toujours M. Soto, M. Cruzies, nous avons une influence même sans vouloir. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu toute la vie et ça nous appartient et ça suit notre chemin. La géométrie, ça c'est l'étude de l'espace avec les figures qui sont dedans. Comment voyez-vous l'évolution de ce travail dans les années à venir? Je pense toujours que quelque chose que je fais aujourd'hui, ça me donne une autre idée pour les prochains. Et c'est quoi l'idée pour le prochain? Ça c'est le secret. C'est le secret. Maria a des secrets. La géométrie pour moi est multiple, en tout cas des fonctions multiples. La première fonction, ce serait de structurer l'espace dans lequel je vais travailler, me permet de choisir la forme générale de l'œuvre. Ensuite, une seconde géométrie qui va en fait en rapport avec ce qui va se passer donc avec l'intérieur de l'œuvre, ce qui va se passer dedans, et comment les choses vont s'organiser, le mouvement, les partis pris d'espace, de position. Puis ensuite, nouvelle géométrie, celle qui est liée directement aux objets aux objets abstraits qui vont être donnés à voir aux spectateurs, avec une géométrie schématique qui délimitera les objets.
Ces objets-là sont issus directement de polygones. Alors là, j'ai choisi des polygones à 6 côtés, des positions spatiales qui permettent de créer le mouvement, et tout ça lié justement, imbriqué dans ces géométries qui finissent par former un tout. La couleur vient mettre en mouvement toutes ces géométries. J'ai choisi de travailler en plan pour cette exposition, et ce travail-là s'inscrit dans un projet plus vaste qui va inclure la 3 dimensions que j'ai travaillé déjà auparavant, qui sera la suite de ma démarche. Alain Coste, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, donc je parle un petit peu pour lui. Alain Coste est un artiste qui vit un peu retiré à la campagne, aux portes de Vézelay. J'ai discuté assez longuement avec lui pour préparer cette exposition. Et à la question « Quels sont tes liens avec l'art contemporain ?», il m'a dit « Il n'y en a pas ». Il me dit « Non, j'ai des liens avec l'histoire, j'ai des liens avec la peinture, mais l'art contemporain, c'est sans doute pas mes sources principales ». Alors ça m'a un petit peu interloqué parce que je me dis « Mais d'où vient ton travail ?» Alors il m'a dit « Il y a des artistes qui ont beaucoup compté, notamment Uccello. » Alors là j'ai compris la série de ces tableaux avec les bandes horizontales qui étaient effectivement dans des rythmes qui correspondaient aux grandes batailles d'Uccello. Une œuvre importante, déjà, je dirais, 3 siècles avant, annonce presque le futurisme et les mouvements cinétiques de par les mouvements et les balancements des lances. Et je crois que dans ces tableaux, que ce soit en vertical ou en horizontal, il a repris des rythmes et des respirations qui sont celles du mouvement de ces tableaux, ces grandes lances qui rythment l'espace. Et bon, pour nous, elles sont abstraites, mais je pense que ce sont un petit peu les sources de ce travail. Ces lignes horizontales, rythmées par des bandes, espacées de façon assez régulière, répétées, sont pas loin des portées musicales du chant grégorien. Et effectivement, ça fait partie de cet aspect religieux de cette musique, fait partie de ses sources d'inspiration. Donc avec un rythme horizontal, Françoise Aubry, on est devant une série d'œuvres que tu as réalisées qui sont d'une grande beauté, qui sont à la fois très sérieuses, très graves et aussi très ludiques. Il y a tout un jeu de couleurs et de lumière. Et comment inscris-tu ce travail dans les mouvements et dans les suites de la peinture et de l'art géométrique tel qu'il est aujourd'hui ? Pour moi, c'est très difficile de juger par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même la géométrie est liée plus pour moi à l'op art, au travail du mouvement, de la lumière. Ce que je fais, c'est entre les deux. C'est-à-dire que je cherche le mouvement dans le statique et la transparence. Et parallèlement, je fais aussi un travail avec un réel mouvement. Oui, il y a une dynamique quand on voit tous les espaces, des petites surfaces colorées. On n'arrête pas de se balader là-dedans. Là, ça bouge tout le temps. Donc c'est presque un art cinétique. Enfin, tu es dans une démarche presque cinétique. Ça, c'est plutôt involontaire dans la mesure où c'est quand même lié au monde d'aujourd'hui. C'est un peu le monde dans lequel on a, un monde où on ne peut pas s'arrêter. Aussitôt sollicité par autre chose. Chaque chose renvoie une autre. Et pour moi, la géométrie, elle est structurelle. Elle fait partie de... Elle est naturelle en fait. Et on est quand même dans un monde assez virtuel, qui est le monde du jeu vidéo. Pour moi, c'est très lié à tout le numérique et ces choses-là, même si ça ne sort pas d'ordinateur. Oui. Il y a presque une pixelisation des formes. Et c'est vraiment d'une grande modernité. Ça correspond à des préoccupations d'aujourd'hui, soit par les artistes, soit pour les ingénieurs, pour un tas de gens. Ça me fait penser aussi au circuit intégré. Et on pourrait dire que c'est presque des schémas de construction et d'organisation d'espace destinés à l'architecture. On voit des maquettes d'architectes qui sont tout à fait dans ce programme-là. Donc il y a un côté assez, je dirais, new technology, vision d'organisation d'espace qui correspond à un tas de préoccupations qu'on se pose aujourd'hui. On peut construire une ville comme ça. Oui, en fait, c'est vrai que j'aurais bien aimé faire du monumental et j'ai toujours rêvé d'en faire. Et à partir de... C'est pour ça que je fais pour moi, ce sont des maquettes. Oui, mais c'est quand même une démarche, c'est quand même un résultat assez monumental. Enfin, c'est pas petit. Nous, quand on se met là-dedans, on devient tout petit par rapport à la pièce. Je m'imagine comme une petite puce ou une mouche là-dedans, tu vois. Et c'est ce qui est intéressant. Et c'est une très moderne. En amont, c'est le dessin. Ensuite, travail sur un logiciel Illustrator. Ensuite, de la découpe des pièces qu'on va transmettre à la machine laser. En même temps, il y a la peinture. Je peins les pièces
Et j'évite de peindre à l'aérographe où il y a toujours la trace du pinceau. Nous sommes devant l'œuvre d'Éric Koch, qui malheureusement ne sera pas des nôtres pendant cette exposition s'il habite très loin, il ne se déplace pas facilement. Donc Éric Koch, c'est un artiste caractère international, il est né au Danemark et dès l'âge de 20 ans, il a été impliqué dans les grands mouvements de la peinture abstraite américaine. Il avait 22 ou 23 ans et là il a connu tout le monde, il a connu Rothko, il a connu Newman, il a connu Pollock. C'est des gens qu'il rencontre régulièrement. Et très vite, il est devenu l'assistant de Hans Hofmann. Et là, je pense qu'il a connu Frankenthaler et un tas d'autres artistes de la deuxième génération américaine. Éric ne s'est jamais considéré comme un peintre géométrique. Il y a des mots qui reviennent, poésie, l'amour. Et c'est un grand humaniste et qui a une œuvre d'une très grande sensibilité. C'est-à-dire ses tableaux et ses aquarelles que nous avons ici s'appellent tous Color Poems. Alors Éric, c'est un type assez solitaire, qui vit une vie un peu mystique et retirée. C'est un adepte du taoïsme et un passionné de la théorie des kantas. Chaque jour, chaque matin, Éric se met au travail et produit ses œuvres qui sont, je dirais, intemporelles. Le plaisir de pouvoir montrer ces œuvres qu'on a rarement l'occasion de voir. Barbosa n'ayant pas pu se joindre à nous, c'est Octavio Herrera qui est un de ses amis qui va nous parler de l'œuvre de ce sculpteur. Barbosa, c'est un artiste autodidacte. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours aimé travailler l'acier, l'aluminium, avec la matière qui est dure. Il la transforme en une espèce de forme comme ça très simple, que c'est comme des plis. C'est quelqu'un qui était ferronnier dans sa jeunesse. Et il a commencé à travailler pour des artistes assez connus au Venezuela. Et petit à petit, en faisant les œuvres d'autres maîtres, il a commencé à faire ses recherches. Et je trouve qu'il a un travail très personnel. Il y a une tradition un peu de ferronnier, de métallier, de forgeron dans la sculpture espagnole. On retrouve ça avec des gens comme González, cette démarche et cette école. Oui, parce que, je sais pas, il a toujours aimé, à l'époque, quand il est parti au Venezuela, il construisait des portes et des fenêtres. Hein. C'était un spécialiste du fer pour construire. Et c'est comme ça qu'il a commencé à intéresser petit à petit à travailler pour des artistes. Et après, en ce moment, il ne travaille plus depuis des années pour les autres. Il fait toujours ses œuvres, ça marche bien pour lui. Mais sa formation, elle vient de ça. Il a toujours adoré travailler l'acier. Et lui, il amène quand même un élément qui est important, c'est la couleur dans sa sculpture. Oui, lui, je trouve qu'il maîtrise d'une façon impressionnante l'espace avec ses œuvres. Chaque sculpture qu'on regarde par n'importe quel côté, elle a une présence. Alors, il y a quelque chose qui m'a surpris, moi j'avais vu un peu chez la Galerie Marino certaines de ses pièces, c'est un lien très fort, mais au niveau couleur et avec les années 50. Oui, ces couleurs, ils ont été toujours... il a cette sensibilité, à peu près comme tu dis, cette nostalgie du passé, parce que la plupart de ces couleurs, ils sont toujours préparées par lui. Hein. Il ne mettra jamais une couleur déjà qui est achetée. Hein. Il toujours les prépare, il les transforme.